Est-ce que Jojo, c'est gay? Imaginé par l'esprit tordu d'Araki Hirohiko, un vampire se faisant passer pour un être humain apparemment, Jojo's Bizarre Adventure est un manga shonen puis seinen qui raconte l'histoire de la famille Joestar, une lignée destinée à vivre des aventures étranges, nous présentant un protagoniste différent à chaque génération. C'est grosso modo un shonen de baston avec du surnaturel et des pouvoirs, mais avec une particularité qui saute aux yeux, son esthétique. En effet, Jojo dénote par son extravagance. Ses personnages portant des tenues bigarrées, adoptent des poses suggestives, ont des coupes de cheveux improbables, et d'une manière générale présentent une anatomie qui ne semble pas affectée par les lois de la physique. Ceci s'explique principalement par la passion de l'auteur pour la haute couture, mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Même au niveau de leur personnalité, les personnages de Jojo sont particulièrement expressifs. Ils explosent de joie ou fondent en larmes très facilement. Outre cet aspect du manga, comme de nombreux shonen, les persos principaux sont quasi tous des hommes, à l'exception de la partie 6 Stone Ocean, mais pareil, on y reviendra plus tard. Or, cette omniprésence masculine va avoir un effet qu'on voit régulièrement dans les mangas, créer une ambiance homo-érotique. En gros, le fait qu'on ait quasi que des hommes qui interagissent entre eux, vivent des émotions fortes, forment des rivalités très viriles, des amitiés très intenses, et bien paradoxalement, ça va donner un air très gai à leur relation. Loin de moi l'idée de dire qu'on ne peut pas avoir une amitié profonde et sincère entre hommes sans que cela passe pour de l'attirance, et pareil pour les femmes. Bien sûr que la plupart du temps, il ne s'agira que d'une simple amitié. Mais c'est pour ça que je parle d'une ambiance homo-érotique. C'est parce qu'aux yeux des lecteurs, et notamment des lectrices, cette abondance de virilité et de testostérone partagée donne une impression d'intimité. Ça arrive notamment dans les mangas shonen de sport collectif comme Kuroko's Basket ou Haikyuu, a priori plutôt orienté vers un public masculin, mais qui attire facilement un public féminin qui apprécie cette camaraderie masculine décomplexée. Et le même phénomène se passe dans nombre de mangas d'animés avec un casting entièrement féminin, dans lesquels les fans n'ont aucun mal à percevoir des sous-entendus gays, plus ou moins explicites. D'ailleurs, je précise maintenant que, contrairement au fond des chiottes d'internet, qui fument des cigares en portant des bretelles, je n'utilise pas le terme gay comme insulte dans cette vidéo, mais plutôt comme un terme générique pour parler de personnages ou d'éléments queer ou LGBT+. Bref, dans le cas de Jojo, s'agit-il juste d'une ambiance? Ou alors trouve-t-on réellement des personnages ou des éléments liés à cette thématique? C'est ce qu'on va voir maintenant avec une rapide review des différentes parties du manga. Il n'y aura pas vraiment de spoiler car je vais surtout m'attarder sur les relations entre les personnages, à part concernant les 3 premières parties, mais qui sont sorties depuis longtemps, que ce soit en manga ou en animé. Partie 1, Phantom Blood. Vous pourriez vous dire qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent vu qu'on parle d'un manga sorti dans les années 80, dont l'histoire se passe dans l'Angleterre du 19e siècle, et suit Jonathan Joestar, un noble dont l'un des buts est de se marier avec Irina depuis sa plus tendre enfance. Eh bien vous auriez tort. Déjà, il s'agit de la première apparition de Dio Brando, l'antagoniste principal qui, dès qu'il va renoncer à son humanité et obtenir des pouvoirs de vampire, va se servir de son charisme pour s'entourer d'un harem de serviteurs dévoués, majoritairement composés d'hommes. En vrai, il n'y a rien d'explicite dans cette partie, mais j'anticipe un peu la suite. Dio est un personnage qui reviendra dans plusieurs arcs et dont la bisexualité sera confirmée ensuite par l'auteur Araki lui-même dans une interview. On peut noter également la présence de la meilleure waifu de cette partie, je veux bien sûr parler de Speedwagon. Non mais je veux dire, ce personnage est tellement admiratif de Jonathan, il y est tellement attaché, dévoué et fidèle, que c'est de là que vient sa réputation. Après la mort de Jonathan, il va passer toute sa vie célibataire à veiller sur la famille Joestar. Il y a aussi une scène que je trouve assez savoureuse où il décongèle le bras de Zeppeli, le mentor de Jonathan, en soulevant ses vêtements pour coller le membre gelé contre ses abdominaux chauds et saillants. Partie 2, Battle Tendencies. Dans cette partie, on suit Joseph Joestar, qui, comme Jonathan, est très hétéro. Néanmoins, même si c'est à but humoristique, on voit qu'il n'hésite pas à tenter de s'habiller en femme pour parvenir à ses fins. Et sa relation de rivalité virile avec César Zeppeli est assez touchante. C'est d'ailleurs pour lui qu'il pleurera toutes les larmes de son corps dans cette fameuse scène où il crie son nom. Et que dire des hommes du pilier? Les personnages les plus fabuleux de cette partie, des êtres quasi divins à la musculature particulièrement développée, qui se baladent quasiment à poil en permanence. Vous vous souvenez quand je parlais d'ambiance homo-érotique? Je pense que vous saisissez l'idée maintenant. Partie 3, Stardust Crusaders. On suit maintenant Jotaro Kujo, un Jojo qui, manifestement, n'aime pas les femmes. C'est pas de l'interprétation, hein. Littéralement à chaque fois qu'il interagit avec un perso féminin, il la rejette très violemment. Ce qu'a l'air de plutôt apprécier sa fan numéro 1, Shoko Nakagawa, une chanteuse japonaise. La seule femme dont il tolère l'existence a l'air d'être sa mère pour qui il va partir en voyage afin de la sauver de sa malédiction. De là à dire qu'il aime les hommes, je sais pas. Plus tard, on sait qu'il aura une fille, donc il a dû être en couple avec une femme à un moment. Mais pour la blague, son truc ça a plutôt l'air d'être les dauphins. Plus sérieusement, on retrouve l'antagoniste Dio,
un vampire, figure de sensualité qui sort des normes, comme le montre la façon dont il s'est emparé du contrôle de Kakyoin et a tenté de faire pareil avec Avdol. Même si, encore une fois, rien n'est montré explicitement, l'admiration que lui voue son serviteur le plus proche, Vanilla Ice, est assez ambiguë. On a aussi une scène humoristique où Joseph et Avdol se retrouvent collés l'un contre l'autre à cause du pouvoir magnétique d'un stand ennemi, gag qui n'est pas forcément homophobe vu que c'est pas tant le fait qu'ils soient deux hommes collés l'un contre l'autre qui les gêne, mais plutôt qu'ils se retrouvent dans une situation embarrassante en public. Pour revenir à Kakyoin et Jotaro, sachez que déjà à l'époque, certaines fans imaginaient un ship, c'est-à-dire un couple non officiel, avec ces deux personnages. C'est d'ailleurs le cas du fameux groupe Clamp, futures autrices de mangas comme Sakura chasseuse de cartes, qui, lorsqu'elles dessinaient des doujin, des mangas non officiels faits par des fans, ont imaginé une histoire boys love entre Jotaro et Kakyoin, dans laquelle ce dernier pond un œuf qui donnera naissance à leur enfant. Je vous passe les détails, le doujin a surtout un caractère humoristique, mais représente bien ce qui pouvait être imaginé à l'époque autour de ces personnages. Partie 4, Diamond is Unbreakable. Cette partie du manga sur les aventures de Josuke marque une évolution dans la saga. En effet, c'est dans cette partie que le style de dessin de l'auteur entame une transition entre un chara-design de personnages très massifs et musculeux auparavant, vers un style beaucoup plus androgyne. Ce changement est très perceptible, que ce soit dans le chara-design de Jotaro, qui revient dans cette partie après avoir perdu quelques kilos de muscles, ou dans l'évolution du chara-design du perso principal Josuke lui-même, entre le début et la fin de son arc. À part ça, on a une scène un peu anecdotique où Josuke et son pote Okuyasu disent trouver leur troisième pote Koichi mignon, pendant que ce dernier est en date avec sa copine psychopathe. Sans autre élément concordant, ça veut pas dire grand chose. Après, on ne voit jamais Josuke s'intéresser aux filles, donc l'inverse n'est pas confirmé non plus. L'antagoniste Kira est hétéro en soi car il s'agit d'un serial killer qui vise uniquement les femmes pour ensuite garder leurs mains afin de jouer un rôle de couple macabre. Néanmoins, son chara-design est une référence à David Bowie et son stand une référence au groupe Queen de Freddie Mercury. Deux icônes de la musique qui ont notamment travaillé ensemble, mais qui sont surtout devenues des figures connues de la bisexualité. Partie 5, Golden Wind. À partir de là, Jojo abandonne définitivement les chara-design bodybuildés pour des corps plus élancés, plus androgynes et un style vestimentaire de plus en plus audacieux. Du côté des protagonistes, on a bien quelques comportements ambigus, mais rien de concret et encore moins de confirmé. Notez cela dit que le protagoniste Giorno est le fils de Dio qu'il a conçu pendant la partie 3, avec le corps de Jonathan dont Dio s'était emparé. Du coup, techniquement, Giorno a deux papas et une maman. Comme Jésus, oui. D'ailleurs, son père s'appelle Dio, donc littéralement Dieu, et il combat un antagoniste qui s'appelle Diabolo, littéralement le diable. Sinon, c'est vers les méchants qu'il faut se tourner pour trouver pour la première fois des couples gays plus ou moins explicites. Les plus évidents sont le couple Squalo et Tizano, dont l'homosexualité a été confirmée par l'auteur. On a aussi Sorbet et Gelato, mais ils apparaissent à peine. Les suivants ont plus une relation ambiguë qu'autre chose. Chocolata et Secco, qui ont davantage une relation maître-serviteur assez toxique, ainsi que Prosciutto et Pecci, le premier étant très tactile et le second très admiratif, même s'il n'y a rien d'explicite. En bref, en termes de qualité, on n'est pas très gâté, surtout que, comme pour Dio, les hommes du Bélier et le chara-design de Kira, c'est toujours chez les méchants qu'on trouve des éléments queer. Ce qui n'est pas étonnant en fait, car c'est un trope, un motif récurrent dans la fiction. Ça vient principalement de la censure, notamment à l'époque du fameux code Hays aux États-Unis, qui interdisait la représentation positive de personnages LGBT+. Ce qui fait que le seul moyen qu'avaient les auteurs pour inclure ce genre de personnages, c'était d'en faire des méchants. Ce qui s'est ancré dans l'imaginaire collectif, même après la fin de la censure et l'abandon du code Hays. Ce qui fait qu'on a encore aujourd'hui de nombreux méchants qui sont queer-codés, c'est-à-dire qu'ils présentent des éléments qui sortent des normes de genre, même sans forcément qu'ils soient gays. Après, ça veut pas dire que les auteurs qui font ça sont homophobes. Au contraire, à une époque, c'était le seul moyen d'inclure ce genre de personnages. De nombreux antagonistes qui présentent ce trope sont très classes et appréciés, et ça peut aussi juste être une façon de symboliser le fait qu'un méchant sorte des normes. Partie 6, Stone Ocean. Nouvelle évolution, cette fois les protagonistes sont des femmes. Et c'est pas peu de le dire, car jusqu'alors, les persos féminins de Jojo, c'était assez catastrophique. Avec Jolene, Hermès et même FF dans une moindre mesure, on a des protagonistes féminines qui présentent une sororité assez forte, avec en plus le contexte de la prison, même si, encore une fois, il ne se passe rien d'explicite. On a quand même 4 éléments intéressants dans Stone Ocean. Tout d'abord, une scène dans la prison qui montre un personnage tertiaire transgenre, en l'occurrence un homme transgenre qui s'injecte des hormones masculines, mais dont le genre n'est pas reconnu par la prison, ce qui fait qu'il se retrouve chez les femmes. Et Jolene est impressionnée de façon positive en le voyant, ce qui est assez précurseur, sachant que le manga est sorti au début des années 2000. Scène qu'on ne trouve que dans le manga d'ailleurs, car elle a été censurée dans l'anime. Jolene a l'air assez ouverte d'esprit, car dans une autre scène qui inclut des escargots, elle avoue être jalouse
jalouse de ces êtres hermaphrodites qui peuvent se reproduire avec n'importe quel partenaire. On pourrait se dire que tout ça est écarté par son début de romance avec un perso masculin, Anasui. Sauf que justement, ce personnage a été pensé par Araki pour être androgyne et casser les normes de genre. Au départ, il lui avait même donné une apparence très féminine dans le manga, ce qui fait que les fans pensaient qu'il devait être carrément une femme, mais a priori non, c'était dès le départ bien un homme. Dernier élément, et pas des moindres, l'antagoniste principal, Pucci, qu'on découvre être un disciple de Dio qui est de retour. On voit que les deux personnages ont une relation très proche. La mise en scène et la bisexualité confirmée de Dio sous-entendent assez clairement que les deux ont très probablement partagé une relation intime. Partie 7, Steel Ball Run. Plusieurs personnages secondaires sont canoniquement homosexuels ou bisexuels dans Steel Ball Run. Magent et Scarlett Valentine, la femme du président Valentine, l'antagoniste principal de cet arc. C'est d'ailleurs un élément déterminant dans l'intrigue, car elle va se faire séduire par un autre personnage féminin. On a aussi Hot Pants, une femme qui se fait passer pour un homme afin de participer à la course Steel Ball Run. Après, c'est une nonne, donc on n'a pas plus d'infos sur ses préférences. Partie 8, Jojo Lion. Là, c'est compliqué car c'est la partie que je n'ai pas du tout lue. Mais d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas grand chose à noter. On peut évoquer vite fait la malédiction de la famille Higashikata, qui fait que le premier garçon de chaque génération est élevé comme une fille jusqu'à ses 12 ans pour tenter d'échapper à la maladie qui les frappe. Mais ça rentre pas vraiment dans le sujet. On a aussi une romance entre le Josuke de cette partie et Yasuho, qui est une femme, mais également la réincarnation d'un personnage masculin d'une précédente partie. Mais pareil, on ne peut décemment pas qualifier de gay une relation hétéro. Partie 9, Jojo Lands. La partie 9 de Jojo a commencé il n'y a pas longtemps. Cependant, pour la première fois, on a un personnage principal transgenre avec Dragona, l'Adelphe de Jodio. Et oui, j'utilise Adelphe, un terme neutre, plutôt que frère ou sœur, car le genre de ce personnage est encore incertain à ce jour. Il faut savoir qu'en japonais, il n'y a pas d'accord en genre pour les adjectifs, et les pronoms genrés ont un fonctionnement plus compliqué qu'en français ou en anglais par exemple. Typiquement, dans Jojo Lands, Dragona apparaît avec un physique et un style féminin, ainsi qu'une façon de parler féminine, en se désignant avec le pronom Atashi, qui est féminin. Cependant, dès le début du manga, on comprend que le personnage a été assigné garçon à la naissance quand un policier l'agresse sexuellement, et son frère Jodio l'appelle grand frère. Bref, rien n'est sûr, et même la traduction française officielle du manga s'embrouille. Entre Dragona, qui est genrée au masculin la plupart du temps, l'éditeur français qui parle de ce personnage comme une femme trans dans une interview, et une scène du tome 4 où la mère des persos principaux genre Dragona au féminin. Bref, personne n'est sûr de rien tant que l'auteur ne s'est pas clairement exprimé sur le sujet. Néanmoins, il y a une chose qui est sûre, c'est que quelle que soit la réponse, Dragona est forcément un personnage transgenre ou au moins genderqueer, c'est-à-dire qui sort du schéma classique binaire du genre. Après, au final, est-ce que la présence de personnages gays ou queer nous apporte une réponse? Pas vraiment, car la question c'est pas de savoir si tel ou tel perso est gay, mais si la licence JoJo s'inscrit dans une esthétique et une culture queer. Et à ça, la réponse est oui sur de nombreux aspects. J'ai évoqué le monde de la mode tout à l'heure et c'est pas pour rien. En effet, pour les éventuels quelques-uns qui ne seraient pas au courant, l'auteur de JoJo, Araki, s'inspire directement de la haute couture et de magazines de mode pour confectionner les tenues et les poses de ses personnages. Araki représente même assez souvent des persos masculins adoptant des poses de modèles féminins, ce qui soit contraste avec leur apparence virile, soit accentue leur androgynie. Or, le monde de la haute couture entretient une relation assez étroite avec celui de la culture queer et donc de la représentation des personnes LGBT+. Déjà, on compte de nombreuses personnalités de la mode qui sont homosexuelles, comme Christian Dior, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier, etc. Même dans les premières parties de JoJo, avec ses personnages très virils, outre Hokuto no Ken, Araki s'inspire de dessinateurs de mode queer comme Antonio Lopez et Tony Viramontes, qui jouaient beaucoup avec les normes de genre. Ensuite, il n'est pas compliqué de voir les liens culturels entre la haute couture et les personnes queer, un milieu créatif et artistique, traditionnellement considéré comme féminin, qui permet librement d'exprimer sa personnalité et son imagination, exacerbant et détournant les normes de genre, mettant en scène des modèles au physique très souvent androgynes, bref, y a match quoi, évidemment que ces deux cultures sont entremêlées. Du coup, c'est normal de retrouver l'influence de la culture queer dans JoJo's Bizarre Adventure, à travers une esthétique qu'on peut qualifier de camp. Le camp, c'est un style très extravagant qui exacerbe les normes de genre, inspiré de la culture gay des années 60, et ça correspond parfaitement à JoJo. Cette affinité avec la haute couture, JoJo la partage avec un autre manga hyper influent des années 90, Sailor Moon.
En effet, tout comme Araki, son autrice Naoko Takeuchi s'est totalement inspirée du monde de la mode pour dessiner les tenues et les poses de ses personnages. Il y a quelques années, j'en avais un peu parlé comme une blague sur Twitter, mais en vrai c'est ouf à quel point JoJo et Sailor Moon sont similaires. Les deux sont une référence dans leurs domaines respectifs, le shonen et le shoujo. L'un exacerbe la masculinité, tandis que l'autre exacerbe la féminité. Les deux s'inspirent de la haute couture, les deux ont une ambiance homo-érotique assumée, et contiennent des personnages officiellement gays, et les deux ont un système de pouvoir complètement pété, oui, mais bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, je ne vois pas pourquoi on accepterait de voir l'influence de la culture queer dans Sailor Moon et pas dans JoJo. Enfin, si. Je sais pourquoi. La fanbase de JoJo est a priori majoritairement composée d'hommes, même si en réalité le public des shonen est beaucoup plus mixte qu'on ne pourrait le croire. Et c'est assez facile d'imaginer que de nombreux fans qui s'arrêtent aux éléments de surface de l'œuvre voient simplement dans JoJo un parangon de la virilité et de la masculinité, et soient dans le déni concernant ses aspects les plus gays. Sauf que c'est pas incompatible. Au contraire, on a vu justement que la masculinité exacerbée pouvait être liée à la culture queer. Et même à partir de la partie 5 où le chara-design est devenu totalement androgyne, on a vu que ça n'empêchait en rien les persos principaux d'être hétéros, ce qu'ils sont la plupart du temps. C'est même plutôt une preuve de confiance en sa propre sexualité de pouvoir être hétéro tout en adhérant à une esthétique queer, ou qui sortent des normes de genre sans que cela nous gêne. Et oui, contrairement à ce qu'ils pensent, les homophobes sont de petits fragiles qui manquent de confiance en eux. Pour finir, une des autres influences majeures de JoJo, c'est la musique, à laquelle son auteur fait souvent référence dans les noms de ses personnages et de leurs stands. Un peu comme la haute couture, c'est un milieu artistique avec de nombreuses personnalités gays connues. La plupart des références viennent de groupes de musique rock, pop-rock, punk et metal, des courants musicaux nés de la contestation, une volonté d'émancipation, de briser les codes, et parmi ceux-là, les normes de genre. D'ailleurs, même sans compter des icônes queer de la musique comme David Bowie, Freddie Mercury du groupe Queen ou George Michael du groupe Wham, il existe des artistes hétéros qui, par leur style ou les thèmes de leurs chansons, sont également devenus des icônes queer particulièrement appréciées par les personnes LGBT+, comme Prince par exemple. Au final, alors, est-ce que JoJo c'est gay? Oui, à 100%. En plus de contenir des personnages eux-mêmes gays ou queer, le manga de JoJo est intrinsèquement lié à une culture vestimentaire et musicale fondamentalement marquée par la culture gay, même sans que ça soit nécessairement volontaire de la part de l'auteur. En vrai, Araki ne se mouille pas trop sur ce genre de sujet, mais les rares fois où il en a parlé, c'était pour confirmer la sexualité de certains personnages. Et la partie en cours actuellement, JoJo Lens, ne fait que confirmer cet aspect avec Dragona, que le personnage soit une femme transgenre ou un homme très efféminé. Bref, je suis désolé si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est comme ça. Et il faut vraiment être dans le déni pour ne pas le voir. Certains fans homophobes ont d'ailleurs tenté de nier cet aspect de JoJo en créant un montage grossier à partir d'une interview pour essayer de faire passer Araki pour homophobe. Un autre montage où il dit l'inverse a été créé en réponse, mais dans les deux cas il s'agit d'une fausse vidéo avec de faux sous-titres. Araki, c'est a priori pas un militant LGBT+. Il apprécie simplement une esthétique largement inspirée par la culture gay. Le truc, c'est que certains fans de JoJo prennent cette remarque comme une attaque personnelle, un déshonneur par association, car ils ne s'imaginent pas pouvoir apprécier une œuvre qui serait gay, voire que ça voudrait dire qu'ils sont gays eux-mêmes, ce que personne ne dit en fait. Qu'une œuvre artistique contienne des persos LGBT+, soit inspirée de la culture gay ou parle de sujets queer, évidemment que ça n'implique en rien l'orientation ou l'identité sexuelle de ses fans. Genre, écouter du Queen, ça va pas vous rendre gay, et j'en reviens pas qu'on doive expliquer ce genre de truc. Ça peut intéresser un certain public concerné par ces thèmes, mais la plupart du temps c'est même pas la cible de ces œuvres. Bref, JoJo c'est gay, et ça va pas vous tuer de l'admettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, restez abonnés car d'autres arriveront. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, vous pouvez me le dire en commentaire. Suivez-moi sur Twitch, j'y fais des lives régulièrement, et je vous dis à bientôt.